Donc on va s'organiser en 3 thèmes cet après-midi. On va commencer, et j'appellerai tout de suite sur la scène en fait, les 3 intervenants qui vont intervenir sur le sujet de l'IA. Puis, dans un deuxième temps, on s'intéressera à la protection de la vie privée, comme tu l'as évoqué, et on finira par un focus sur la sécurité dans un contexte international. Donc, je vous propose qu'on commence par passer la parole à Madame la députée Valéria Faure-Muntian et que Christophe Denis et Mathieu Camus nous rejoignent tout de suite sur scène pour pouvoir enchaîner dans la suite de cette thématique autour de l'intelligence artificielle. Je vous propose que vous puissiez rester là. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci effectivement à tous d'avoir bravé les éléments physiques et météorologiques pour vous joindre à cette belle conférence. Donc, moi, je suis Valéria Faure-Muntian, députée de la 3e circonscription de la Loire, vice-présidente de la Commission aux affaires économiques, et je travaille sur la transformation digitale de l'entreprise et de l'État depuis le début de mon mandat, donc depuis 2017. Ce qui m'a amené à participer à un certain nombre de rapports, et notamment celui sur l'intelligence artificielle de Cédric Villani, qu'il a produit sur la commande du Président de la République et du Premier ministre pour l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Donc, qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle? Parce que des définitions, il y en a plein. Il y a des amalgames qui sont faits dans la presse régulièrement. L'intelligence artificielle, c'est simple, c'est une somme d'algorithmes qui, par un apprentissage profond, se permettent de prendre des décisions, à qui on permet en fait de prendre des décisions de manière autonome. On est très loin aujourd'hui dans l'état de l'art de ce qui existe de disponible sur le marché, très loin de l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend par sa définition. Mais la disponibilité d'un certain nombre d'algorithmes et la recherche fondamentale et la recherche dans certains domaines, et notamment le diagnostic médical et le véhicule autonome, tente à dire que rapidement, on va arriver à une autonomie complète des algorithmes. Donc, quand il s'agit d'une décision autonome d'une machine, forcément, la question de sécurité se pose, et les questions de sécurité sont extrêmement nombreuses en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Elles sont tout d'abord en termes de protection de la machine elle-même, celle qui prend la décision, donc la cybersécurité. Est-ce qu'elle peut être compromise? Est-ce qu'elle peut être corrompue? Est-ce que l'algorithme peut être modifié de manière à apporter artificiellement des réponses qu'on ne a pas induites dans la machine lors de sa conception? Donc là, c'est de la cybersécurité pure, de la protection d'un logiciel, comme la protection d'un logiciel ou d'un robot. Il y a d'autres questions qui se posent aussi en termes d'intelligence artificielle, c'est sa conception à la base, donc l'équité de sa conception, et donc la diversité des personnes qui travaillent sur la rédaction des algorithmes, parce que comme c'est une machine qui répond à la commande, entre guillemets, elle va reproduire par le biais des algorithmes les biais, en l'occurrence, et les discriminations qui existent dans la société. Donc, pour cela, il faut être impérativement vigilant à qui et comment on rédige les algorithmes pour qu'il y ait toute une diversité de notre culture qui soit représentée et que ce ne soit pas un standard étriqué et qui va amener l'intelligence artificielle à caricaturer les biais culturels qu'on vit au quotidien, le racisme, la misogynie, je vous en passe, et les meilleurs. Il y a aussi les données. Évidemment, parce que vu que c'est une machine auto-apprenante, elle a besoin d'une base de données pour son apprentissage premier. Donc, à la base, il est contrôlé parce qu'on donne à la machine un certain nombre de données pour qu'elle apprenne. Puis, à terme, elle peut se nourrir de son environnement sans qu'il y ait un contrôle humain systématique sur la qualité des données. Mais pour l'apprentissage premier, il faut impérativement lui fournir des données, encore une fois, diversifiées. Et je vais vous donner un exemple en ce qui concerne, par exemple, le scoring pour les établissements bancaires quand il s'agit d'attribution de crédits bancaires pour les créations d'entreprises. Dans les statistiques, il s'avère que les jeunes femmes ont moins accès au crédit bancaire création d'entreprise que les jeunes hommes à diplôme équivalent, projet équivalent et présentation équivalente. Donc, on donne à l'algorithme qui va faire du scoring demain, qui le fait déjà d'ailleurs,
les statistiques qui existent dans la vraie vie, il va forcément reproduire les biais, donc forcément, il va exclure la moitié de la population de ce pays et de la planète au profit de l'autre moitié et reproduire les biais qui lui sont connus. Donc, en ce qui concerne les données, non seulement donc, il faut veiller à la diversité des données, mais il faut aussi veiller à la protection des données personnelles parce que les algorithmes sont entraînés en ce qui concerne en tout cas l'interaction avec l'humain, sur les usages des humains, sur les comportements humains. Ça va être le cas du bilan médical, ça va être le cas des usages bancaires ou autres. Donc, plusieurs réglementations existent et tout à l'heure, vous les avez citées. Le RGPD, donc le Règlement pour la protection des données personnelles, qui va poser clairement les bases de la décision individuelle en ce qui concerne les usages de ces données. Donc, on doit fournir un consentement éclairé, ou obtenir pour une entreprise un consentement éclairé pour pouvoir utiliser les données personnelles d'un individu, mais surtout, on a redéfini ce qui est une donnée sensible, ce qui est une donnée personnelle. Ce n'est pas uniquement des données d'identité. Jusque-là, clairement, le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, c'est quelque chose de très personnel. Mais on a aussi créé le dispositif qui qualifie de personnel les données qui sont indirectes, mais qui permettent d'identifier quelqu'un. Et donc, en ce qui concerne ces données personnelles, recueil de consentement, mais aussi la portabilité de ces données qui permettent aujourd'hui à un individu d'avoir la main sur ces données et de clairement pouvoir extraire d'un partenaire avec qui on travaille et qui a récolté un certain nombre de données, ces données, des données lisibles par la machine, donc réutilisables, et les injecter auprès d'un autre partenaire qui pourra les réutiliser par rapport à un partenariat futur. Donc, en ce qui concerne les problématiques, donc là, il y avait les protections des données, mais il y a aussi les problématiques éthiques, donc la protection de la vie privée, la liberté d'aller et venir, principalement dans l'espace public, et puis le recueil de consentement. Sur le papier, ça a l'air simple, mais dans l'usage, on voit bien que parfois les gens qui doivent donner le consentement ne lisent pas ce à quoi ils consentent. Et parfois, ce n'est pas aussi simple pour l'entreprise de mettre en place la demande de consentement éclairé et d'être certaine qu'il était aussi éclairé que ça, parce que la matière est complexe. Donc, la position de la CNIL est de plus en plus claire. D'une part, elle est garante du respect du RGPD, mais aussi elle fait appel au débat démocratique sur un certain nombre de sujets qui émergent petit à petit au fur et à mesure que l'innovation évolue, et notamment en ce qui concerne la reconnaissance faciale récemment, ou tout type de capteur qu'elle estime intrusif. La CNIL demande à ce qu'il y ait un débat public parce que ce qui est en balance, par exemple, en ce qui concerne la reconnaissance faciale, c'est la sécurité collective dans l'espace public et de l'autre côté, la protection des données personnelles et de vie privée et du droit d'aller et venir librement. Donc, pour trouver cet équilibre, il faut que le législateur se positionne et en même temps, le législateur que nous sommes n'a pas très envie de fournir une réglementation stricte qui empêchera forcément quelque part l'innovation. Donc, on est aujourd'hui dans cette configuration assez complexe. Les travaux parlementaires, comme je vous disais, donc il y a eu la mission de Cédric Villani qui a positionné, a mis en place une stratégie nationale d'intelligence artificielle. Sur d'autres sujets plus précis comme la reconnaissance faciale, il y a eu des rapports complémentaires qui ont été créés. Aujourd'hui, il y a le travail qui est réalisé sur l'identité numérique qui n'est pas de l'intelligence artificielle à proprement parler. Cependant, il peut concerner en partie la reconnaissance faciale. Et puis, le Premier ministre a créé
une mission qu'il a confiée au Conseil consultatif national d'éthique pour l'éthique d'intelligence artificielle, qui va en partie travailler donc sur la sécurité en amont, donc dans la création, l'éthique dans la création, mais aussi la sécurité en aval. Quelles sont les limites de création dans l'intelligence artificielle? Est-ce que le véhicule autonome, on va jusqu'à l'arme autonome? Enfin, voilà, toutes ces questions fondamentales qu'on doit se poser avant de mettre sur le marché des produits aussi autonomes. Et puis, il y a d'autres sujets en ce qui concerne la sécurité des données qui ont été évoqués dans le projet de loi bioéthique qui est donc dans la navette au Sénat actuellement, la loi Pacte qui a acté l'expérimentation du véhicule autonome, la loi sur les mobilités qui a donné la possibilité à la mise en circulation des véhicules autonomes très prochainement. Et puis, plus récemment, j'ai souhaité aussi sensibiliser les collectivités territoriales à la sécurité, notamment dans l'usage d'intelligence artificielle dans la reconnaissance faciale, ce qui n'est pas forcément une évidence pour eux. Sur ce, j'ai pratiquement terminé. Donc, la question se pose, quelles sont les limites qu'on s'impose? Quelle est la législation qu'on attend aussi globalement? Et est-ce qu'on laisse le marché, donc les entreprises, se positionner en amont, ou est-ce qu'on cherche une législation en amont, sachant que beaucoup relève de l'Union européenne, et notamment sur l'éthique de l'intelligence artificielle et sur la sécurisation de l'intelligence artificielle? Un travail est en cours et on aura prochainement un texte venant de la Commission. Je vous remercie. Merci Madame la députée pour ce propos introductif. J'appelle Christophe Denis, qui va nous donner un éclairage académique sur l'intelligence artificielle et sur les enjeux de sécurité qui y sont liés. Je te laisse te présenter, Christophe. D'accord. Donc, Christophe Denis, bonjour. Je remercie tout d'abord Clusif de m'avoir invité à présenter, ou plutôt à échanger sur l'explicabilité et l'éthique de l'IA. Alors moi, je suis donc enseignant-chercheur à Sorbonne Université dans le laboratoire l'IPSIS, le laboratoire d'informatique de Paris 6. Et je travaille notamment avec Jean-Gabriel Ganassia sur des problèmes d'éthique et d'explicabilité. Et en même temps, j'ai commencé aussi... Christophe, il faudrait que tu te rapproches du micro. J'ai commencé une thèse donc, en philosophie, puisqu'il y a des aspects donc, complémentaires entre la philosophie et l'informatique, donc à l'université de Rouen à l'ERIAC. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous dresser en 9 minutes, puisqu'il me reste maintenant 9 minutes, sur l'explicabilité éthique de l'IA. Alors la première difficulté, alors là j'ai un peu parodié une fameuse phrase détournée d'un entretien entre Charles de Gaulle et Michel Roy, c'était à l'époque sur l'Europe, et on entend beaucoup parler d'éthique de l'IA. Maintenant, c'est vraiment un phénomène même un peu à la mode. Dans toutes les conférences, on parle d'éthique, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'éthique? Et il peut être aussi dangereux aussi de se servir de l'éthique de l'IA sans aller en profondeur, parce que ça peut être, par exemple, ça peut cacher aussi des pratiques ou il faut vraiment regarder. Alors, ce que je définirais, bien sûr, c'est aussi une petite différence quand même entre morale, éthique et déontologie. La morale, ça vient du latin, donc c'était mores, qui énonçait des règles de conduite. C'était dans une civilisation romaine, donc férue de règles. Et l'éthique, ça vient aussi du grec plutôt ethos, où on réfléchissait, par exemple, à chercher à établir le fondement de ces règles. Et la déontologie aussi, qu'il ne faut pas aussi confondre, par exemple la déontologie médicale, peut-être la déontologie de la cybersécurité, c'est des obligations que des personnes sont tenues de respecter dans le cadre de leur profession. Alors, quels sont un peu le talon d'Achille de l'IA? Donc, on a vu, il y a des progrès quand même extraordinaires qui ont été faits grâce à l'apprentissage machine, mais l'IA ne se résume pas aussi à l'apprentissage profond, parce que ça date aussi même des années 80 sur tout ce qui était apprentissage symbolique avec le système expert, et qu'il y a eu déjà des produits, par exemple, dans le domaine de la santé, avec
des produits comme MySyn, qui faisait un peu du diagnostic médical à l'époque avec les systèmes experts. Et bien qu'ils étaient performants, ils n'avaient pas été mis en pratique à l'époque, un peu pour les mêmes raisons que maintenant d'ailleurs. Des problèmes d'explicabilité d'éthique, par exemple pour le produit médical, c'était les médecins se posaient la question d'utilisation de PC, à l'époque aussi ce n'était pas étendu. La prise en cas des cas nouveaux et exceptionnels, comme a dit Madame les députés, c'est que par exemple les méthodes d'apprentissage machine se nourrissent de données. Et par exemple dans le domaine médical, il y a des cas exceptionnels qui ne sont pas pris en compte et des cas nouveaux. Donc on a eu aussi en pratique, heureusement qu'en dernier ressort, comme sur certains cas, il y a eu des médecins qui m'ont dit « Ah là j'ai quand même eu un petit doute sur le résultat ». Et donc c'est en lien aussi avec la loi bioéthique qui a été votée, qui parle de garantie humaine. Et quelque chose qui me semble très important, c'est les facteurs humains et l'impact sur le vivant. Comment garder quand même une autonomie du professionnel, du patient par rapport à ces outils. Alors on parle aussi, alors là c'était dans le cadre par exemple d'une propriété, d'une application en santé, mais en cyber sur l'IA, on parle beaucoup de choses. On dit que notre application doit être loyale, redevable, transparente, interprétable, explicable. Et il y a beaucoup aussi de propriétés qu'on met sur l'application, mais alors que ça reste quand même, puisque je suis un informaticien, un algorithme. C'est plutôt un peu l'utilisation de l'application qui doit être loyale, redevable, etc. Et aussi, il y a certaines propriétés qu'on énonce et qui sont antagonistes. Par exemple, on parle de transparence. Par exemple, si on veut que notre application soit très précise, c'est un peu antagoniste avec la transparence parce que si on se souvient, le renouveau de l'intelligence artificielle était justement parce qu'on a utilisé des méthodes un peu en boîte noire avec les travaux par exemple de Yann Lequin sur les réseaux de neurones profonds et qui a fait qu'on a une précision supérieure, puisqu'avant, les réseaux de neurones, on ne les utilisait pas. Je me rappelle par exemple de professeurs qui voulaient à l'époque faire une thèse sur les réseaux de neurones dans les années 80. On disait mais surtout pas, ça n'a aucun avenir. Donc voilà, maintenant c'est un avenir, mais il y a certaines propriétés qui sont antagonistes, et aussi on pourrait se dire, on veut aussi que notre application soit non reproductible. Pourquoi ? Je le présenterai juste après. Et aussi opacité, parce que la transparence, c'est quelque chose aussi qui peut avoir des effets aussi indésirables. Par exemple, la transparence au sein aussi d'une société, l'excès de transparence. Et aussi, on peut... alors là, c'était des travaux que fait mon collègue Alexei Greenbaum au CEA, qui parle aussi que pour résoudre des dilemmes éthiques, et on reviendra peut-être sur le côté moral d'une machine, c'est que pour résoudre des dilemmes éthiques, une solution, c'est de garder quand même une asymétrie entre l'application et l'humain. Par exemple, lui, il prône de prendre la valeur du hasard, de dire, voilà, en présence d'un dilemme éthique, la machine dit, j'ai pris cette décision, mets-les au hasard, et c'est à toi de prendre ta décision. Alors, il y a des problèmes aussi donc, c'est pour ça qu'il y a tout un travail épistémologique que je fais d'ailleurs dans le cadre de ma thèse avec Franck Varenne, qui est spécialiste des modèles, puisqu'il y a aussi quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est que, bien sûr, avec l'IA, avec l'apprentissage machine, ce n'est pas la fin des modèles, c'est juste qu'on utilise d'autres modèles sur lesquels il faut travailler. Alors, et quelque chose qui est important, donc je parlais aussi sur la relation entre l'humain et la machine, parce que si vous regardez, alors là c'était un fameux exemple, vous voyez, c'est pas avec une IHM très sophistiquée, je crois que c'était dans les années 66, c'était ELISA, donc ça simulait donc un psychothérapeute rogérien, et donc cette phase de cette classe de psychologie, donc c'était un clin d'œil aussi de l'informaticien, c'est justement, ça prône un peu la relation empathique avec le patient et le malade. Et ce qui était important, c'est que vous voyez que c'était du texte, et il y a eu l'effet ELISA, le fameux effet ELISA, où il y avait des gens qui étaient déjà addicts, etc., pensaient qu'il y avait un médecin, etc., parce que des études ont montré que des fois, il y a des patients qui préfèrent
est écouté que compris. Donc, bien sûr, ça pouvait poser des problèmes puisqu'on ne guérissait pas vraiment la maladie. Donc, l'effet quand même de la communication entre l'IA et la machine, si on est dans le domaine santé, quand je parlais des facteurs humains, ce qui est important aussi, c'est de garder la capacité de doute du médecin, la relation empathique aussi entre le médecin et le malade, ce qu'appelle professeur Kahn, par exemple, la bobologie. On ne sait pas pourquoi, mais ça participe beaucoup à la guérison. Alors, quelques projets de recherche en cours que je mène. Donc, le premier, c'est c'est dans le cadre de la thèse, qui est en lien avec mes activités de recherche en informatique, mais c'est d'étudier épistémologiquement l'utilisation éthique et conviviale d'une machine apprenante. On est aussi en lien, et ça c'est quelque chose qui est important aussi à signaler, c'est que la recherche en IA, même avancée sur cette thématique, elle se fait aussi avec des startups. Voilà, c'est une startup qui s'appelle CraftAI, où il fournit des solutions explicables à leurs clients. Et la question se pose, mais comment on peut évaluer la qualité d'une explication qu'on sorte, par exemple, d'une prédiction? Et alors là, c'est avec une collègue anthropologue où on définit une situation de communication, un troisième voie de communication entre humain et IA, et on prône sur le côté asymétrique, en lien à ce que je disais tout à l'heure, sur le côté, donc, par exemple, quand on a un dialectique, pas faire comme si la machine pouvait prendre la décision, mais participer en commun à l'explicabilité et à la résolution du problème éthique. Alors là, c'est juste un clin d'œil, parce que sur le campus de Jussieu, en fait, au XIIe siècle, il y avait Hugues de Saint-Victor qui a défini une nouvelle mode de lecture. Et on peut se dire qu'au XXIe siècle, on essaye aussi de travailler sur ce nouvel mode de lecture entre l'IA et l'humain. Et en fait, en conclusion, donc je revenais tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la finalité de l'outil. Et ce que j'ai repris, c'est des choses qui m'inspirent. Donc quand je parle de convivialité, c'est justement cette chose-là, c'est de replacer l'outil quand même pour l'humain. Alors là, c'est des travaux très intéressants d'Ivan Illich, qui disait que tout d'abord, il répondait à 3 exigences. Cet outil qu'on veut développer, il doit être générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle. Vous voyez, c'est cruellement d'actualité maintenant. Et il doit élargir le rayon d'action personnelle. Et enfin, et je terminerai là-dessus, ce qui est aussi et ce que je pense aussi, c'est qu'on peut concevoir des outils qui permettent d'éliminer l'esclavage des hommes entre eux sans pourtant que ceci soit asservi à la machine. Alors comment? C'est les travaux que je mène actuellement au LIPSIS. Voilà, je vous remercie. Merci Christophe. Mathieu, je te propose de compléter ce point de vue, cette table ronde sur l'intelligence artificielle en abordant les sujets sur les algorithmes, avant qu'on ait un échange de questions-réponses. Donc c'est dans la continuité justement, parce que là, les outils, les applications d'intelligence artificielle qui sont utilisées aujourd'hui, de possibilités d'expliquer, donc ce qui pose des soucis lorsqu'on l'utilise notamment pour de la cybersécurité ou pour de la cyberdéfense. Donc ces outils d'intelligence artificielle viennent agrémenter différents types d'activités, notamment pour la qualification des preuves, pour l'organisation de ce qu'on va appeler la police prédictive, et également en tant qu'outil décisionnaire dans la justice prédictive. Donc on va voir ces différents éléments ensemble. Ah oui, je n'ai pas dit qui j'étais. Donc Mathieu Camus. J'ai travaillé une dizaine d'années en intelligence artificielle, donc en reconnaissance de la parole, et en 2012, j'ai été expert à la CNIL, donc j'étais embauché à la CNIL, j'ai troqué mon activité scientifique pour une activité technico-juridique, et depuis quelques années, j'ai monté ma boîte de consulting qui s'appelle Privacy Impact. Voilà. Donc, algorithme IA, cybersécurité et enjeux de données.
Donc l'intelligence artificielle peut être utilisée pour la génération de preuves et ça pose des soucis. Notamment, il y a un cas qui est regardé de très près depuis 1 an. C'est le cas Apple versus Ousmane Ba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Apple se fait voler régulièrement dans ses magasins du matériel. Ils ont de la vidéosurveillance. Et par croisement de vidéosurveillance à travers des magasins de différents États aux États-Unis, ils ont réussi à avoir un individu unique et ils ont relié cet individu unique à une identité parce que cet individu s'est fait choper, entre guillemets, dans un magasin et on lui a demandé ses papiers d'identité. Donc, de ce fait, Apple a mené une action en justice en direction de cette personne et il se trouve, donc Ousmane Ba, et il se trouve qu'il s'agissait de papiers d'identité volés. Donc une fois que la machine judiciaire est mise en route à travers de nombreux États, c'est très très difficile de revenir en arrière et donc Ousmane Ba depuis un an bientôt se bat justement pour faire valoir ses droits et ses préjudices. Et donc, il a demandé, mais là, on est aux États-Unis, il a demandé un préjudice à hauteur d'1 milliard de dollars en direction d'Apple pour justement cette confusion. Alors, les outils d'intelligence artificielle ont permis la reconnaissance d'un individu unique à travers le maillage d'un système de vidéosurveillance. Et derrière, c'est Apple qui a rattaché une identité à cette personne. Donc il y a d'autres types d'outils qui sont en développement depuis 1 à 2 ans. Notamment, il y a le Deep Science Artificial Intelligence, qui est l'analyse vidéo de caméras de sécurité. On reste dans le même secteur pour la détection automatique de délits en cours et la remontée d'alerte aux autorités. Alors, comment est-ce que ça se passe? Au niveau d'un poste de contrôle, on va avoir les différentes caméras de vidéosurveillance et sur un ordinateur, il y a l'application, donc avec les algorithmes d'intelligence artificielle qui vont analyser le comportement de toutes les personnes qui sont visionnées. Et ici, s'il y a une personne qui va avoir un comportement potentiellement délictuel, ici une personne qui met un masque ou une personne qui sort une arme blanche ou un revolver, l'algorithme d'intelligence artificielle a été entraîné pour détecter ce type de comportement. Alors ça pose beaucoup de questions, notamment sur les biais et sur la capacité de l'algorithme d'intelligence artificielle à ne pas se tromper. Ici, on est dans un outil d'aide à la décision. C'est la personne, l'agent de sécurité au niveau du poste de contrôle qui va prendre la décision de faire remonter une alerte. Et c'est une remontée d'alerte auprès des autorités. Et ça, c'est très important parce qu'on a un autre type d'outil proposé par Ombio Computer Vision qui, là, c'est une analyse vidéo pour la détection d'intrusion dans les écoles, dans les hôtels. Donc, on est toujours dans de l'analyse comportementale, mais c'est une remontée d'alerte au niveau des services de sécurité. Donc, l'impact juridique n'est pas tout à fait le même. Et en Europe, donc là, on est aux États-Unis, mais en Europe, on va voir un peu plus loin que c'est très important, cette différenciation. Il y a également le Vision Labs en Russie. Depuis une année, ils proposent de la reconnaissance faciale lors de vols à l'étalage ou lors de troubles dans les casinos. Donc là, on est très proche des autorités et des activités étatiques. Au niveau de la police prédictive, il y a une remise en cause depuis une petite année maintenant de Predpol, qui est un outil mis en place depuis 2011 et qui a un fort développement depuis 2015 aux États-Unis. Et Predpol, c'est de la police prédictive, c'est-à-dire en fonction de la connaissance, de l'apprentissage de l'algorithme, en fonction de la date et en fonction de l'activité des citoyens et des personnes au niveau d'une ville, eh bien, il va y avoir l'algorithme qui va proposer du déploiement de forces de l'ordre dans tel ou tel secteur. Et donc ça, il y a une totale absence de transparence au niveau de cet algorithme. Et il y a un papier qui a été publié en début d'année qui a fait grand bruit parce que justement, il démontre que ce type d'algorithme, en fait, il entretient
le profilage en fonction, les biais en fonction du type de population, les catégories sociales, les origines ethniques, ce genre de choses. Donc il faut prendre ce type d'algorithme avec grande prudence. L'application PredPol, par exemple, lorsqu'elle va signaler une zone à risque, si la police se déplace sur les lieux, alors en cas de délit constaté, la police va valider la prédiction du logiciel, puisque sinon elle dit ben oui, je suis bien allé sur les lieux parce que c'est PredPol qui me l'a indiqué. En l'absence de délit, la police va également valider la prédiction, puisque la police va dire PredPol a dit attention, il y a potentiellement un délit qui va être commis. Donc lorsque la police se déplace, la police va dire ok, grâce à PredPol, il n'y a pas eu de délit. Et lorsque la police ne se déplace pas sur les lieux, s'il y a un délit, dans ce cas-là, la prédiction du logiciel est également validée a posteriori en disant bah, on aurait dû se déplacer, le logiciel nous l'avait dit. Et par contre, en l'absence de délit, il n'y a dans ce cas-là aucune remontée qui vient à invalider la prédiction. Donc le fait d'entraîner, d'avoir un apprentissage au départ, une base d'apprentissage, et le fait de réinjecter de la donnée par ce type-là, en fait, ça vient entretenir les biais. Donc ça, c'est un exemple de la manière dont fonctionne PredPol. Donc c'est une carte géographique avec le déploiement des zones de police. La justice prédictive, quant à elle, c'est un domaine tout autre qui se base sur l'apprentissage, les connaissances des jurisprudences. Donc c'est un domaine qui est très fortement utilisé aux États-Unis dans la common law. Et en France, ces outils d'intelligence artificielle sont très fortement suggérés, notamment parce que pour désengorger les dossiers au niveau des tribunaux. Donc c'est pour rendre les décisions plus rapides et moins onéreuses, mais uniquement des décisions au civil. Donc c'est dans le cadre du programme de la réforme de la justice 2018-2022. Donc ces prochaines années, ce type d'algorithme va être poussé en direction de la justice française. C'est une aide au choix stratégique. D'une part, les avocats en amont, lors du pré-contentieux, vont pouvoir utiliser ce type d'algorithme pour savoir si ça vaut le coup ou pas de mener l'action en justice jusqu'au bout, et également pour les aider sur le calcul des montants du préjudice. Donc les critiques, c'est que lorsque ce type de décision est prise, il y a une absence de mécanisme de recours ou de contestation lié au manque de transparence, et il y a la perte de la dimension humaine, notamment au niveau européen. Dans le droit, on attache une forte importance à étudier le cas par cas, et pas uniquement de faire confiance à la jurisprudence. Donc les risques qui sont potentiels, c'est la stagnation des décisions de justice et l'absence d'évolution. Donc, en conclusion, quelles peuvent être les évolutions, notamment les évolutions, les attentions apportées lors de l'évolution de ces outils et de ces algorithmes. Il faut mettre en place des garanties juridiques et de transparence pour éviter justement les biais et l'opacité. Et pour la police prédictive, il y a donc une expérimentation actuellement PAVED qui est mise en place depuis un peu plus d'1 an, qui est une plateforme d'analyse et de visualisation évolutive de la délinquance. En fonction de la délinquance passée, on va organiser le déploiement des forces de l'ordre et également tenir compte des aspects de données personnelles. Concernant la justice prédictive, transparence et compréhension du fonctionnement des outils. Merci. Merci Mathieu. Je t'invite à nous rejoindre. Comme je sais que Madame la députée a un agenda très chargé, vous pouvez l'imaginer en ce moment, je vous propose, comme je sais que vous devez nous quitter, en fait, on avait imaginé plusieurs thèmes en fait que vous pouviez aborder lors de cette table ronde. Je pense qu'il y en a un dont je pense qu'il vous tient à cœur, donc je propose de commencer avec cette question et peut-être d'en rester là pour vous et vous permettre de nous quitter. Et puis ensuite d'embrayer avec vous. Donc, un des enjeux de l'intelligence artificielle est lié au risque de biais. On a pu l'évoquer lors de vos différentes interventions. Des données d'entraînement qui proviennent souvent d'échantillons qui ont un périmètre limité, que ce soit géographique, culturel, ou vous avez pu l'évoquer avec un déséquilibre entre les hommes et les femmes.
Est-ce que vous pensez que ces biais représentent un risque important? Et comment pensez-vous qu'il faille les combattre? Merci, et vraiment navré, mais c'est vrai que la circonscription n'est pas tout près, donc il faut pouvoir encore rentrer avec des impératifs en circonscription. Donc en ce qui concerne les biais est un sujet majeur. Si on ne fait rien pour les combattre, on va avoir un standard, des machines standardisées dans tout type de domaine, dans le domaine des services, mais aussi dans le domaine de la santé, dans le domaine de transport, dans le domaine de conseil. Et si on a uniquement les machines, les outils qui sont biaisés culturellement et qui reproduisent de manière caricaturale les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien dans notre société, ça va être carrément catastrophique. Donc le travail que nous sommes en train d'effectuer, c'est déjà attirer de plus en plus de personnes, et notamment de jeunes femmes, mais aussi des gens issus de milieux sociaux différents, de la diversité dans les formations pour pouvoir les intéresser à ces métiers-là. Malheureusement, chez les jeunes femmes, on trouve deux difficultés. Une difficulté d'autocensure où ce qu'on a représenté jusque-là ne leur parlait pas. Il y avait le geek, c'était souvent un garçon jeune, voilà, qui était pas forcément attractif pour les jeunes femmes. Donc il faut qu'on leur montre que c'est des métiers qui sont passionnants pour tout le monde. Et puis aussi pouvoir proposer les formations tout au long de la vie pour pouvoir former les gens au numérique et pouvoir transformer certaines carrières qui vont voir leur métier disparaître vers le numérique, et notamment les femmes aussi. Donc cette diversité, elle est primordiale, mais aussi la pondération des données. Les data scientists, c'est un nouveau métier, on l'a découvert assez récemment, mais ils ont un rôle majeur aussi dans le choix des données qui vont choisir pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle, parce que si ces données elles sont pas pondérées, si on donne un petit peu ce qui existe déjà dans la société, ça va encore reproduire les biais de manière permanente. Donc la diversité, l'inclusion, c'est primordial, mais aussi les données, et là on a une difficulté, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de données disponibles en France. Quand on parle du marché européen, il ne faut jamais oublier que malgré le fait que le nombre de personnes habitant en Europe est équivalent à d'autres puissances mondiales, n'empêche qu'on a des langues différentes, on a des fiscalités différentes, on a un certain nombre de régimes différents. Donc le terrain de jeu n'est pas le même pour une entreprise française ou européenne par rapport à une entreprise américaine ou une entreprise chinoise. Donc la disponibilité de la donnée, l'anonymisation d'un certain nombre de données, l'organisation, le formatage aussi, parce qu'on a besoin de normes pour que les données soient interopérables. On a besoin de bibliothèques majeures. Aujourd'hui, toutes les IA qui sont produites en Europe, elles sont entraînées sur les bibliothèques américaines. Et donc là, on perd énormément sur notre culture, sur notre langue, sur la sémantique. Enfin, et là, on a vraiment besoin d'usage, et que les entreprises comme l'administration ouvrent massivement leurs données, que les particuliers utilisent le RGPD jusqu'au bout en disant j'ai utilisé, je sais pas, Google, Facebook, Instagram, peu importe, j'ai donné mes données, très bien. Ben maintenant, j'ai la faculté d'aller les récupérer et de les donner à une start-up française ou européenne qui va en faire quelque chose d'intelligent et d'intéressant, de souverain et qui respecte en plus ma vie privée avec l'éthique. Parce que le RGPD inclut déjà une forme d'éthique, pas d'intelligence artificielle à proprement donner, mais de l'usage des données. Et donc, il est impératif qu'on utilise les outils qu'on a jusqu'au bout pour être autonome et souverain sur la compréhension des innovations et de la production européenne. Et je suis vraiment désolée de vous laisser. Merci en tout cas pour cette invitation. En tout cas, merci beaucoup. Encore merci. Donc Christophe, je te propose d'embrayer. En particulier, en fait, juste une phrase pour compléter. C'était juste une petite phrase aussi. Vas-y alors. Ça pose des questions aussi sur
par exemple, lorsqu'on parle de biais dans de la société, des questions qui se posent, c'est est-ce que je ne peux pas aussi biaiser finalement mes données d'apprentissage pour retirer les biais dans la société? Et donc il y a des travaux de recherche aussi qui portent là-dessus, mais après la question se pose, mais comment finalement je valide après mon modèle d'apprentissage que j'ai biaisé au départ? Voilà. C'est le genre aussi de réflexion qu'on se pose justement, notamment sur le problème de la discrimination féminine, etc. On dit, est-ce que en biaisant un peu aussi les données, et aussi une dernière chose, c'est que Madame la députée a parlé de choix aussi des données d'entrée, et ce qui est toujours un peu compliqué dans les modèles d'apprentissage machine, c'est que comme c'est basé sur des corrélations entre des données, eh ben, on retrouve des discriminations alors qu'on n'en avait pas sur les données initiales. Par exemple, un exemple fameux, c'est par exemple sur la sélection de CV, où pour dire, bah voilà, je ne veux pas de discrimination entre des femmes et des hommes, donc je vais retirer le genre des données d'entrée. Mais c'était retrouvé, par exemple, pour un item, c'était la période d'inactivité. Et bien sûr, ben, généralement, ben, les femmes ont une période d'inactivité, en tout cas en termes de temps, parce que ce n'est pas d'inactivité, mais sur les congés maternité, etc. Donc on peut retrouver aussi des choses. Ok. Mathieu, pour continuer en fait cet échange, tu as parlé de vidéoprotection. Est-ce que tu penses que la vidéoprotection et la protection des données personnelles sont des concepts compatibles? Oui, alors il faut distinguer donc pour un même dispositif la vidéoprotection en fonction de l'activité qui va être réalisée, on n'aura pas forcément les mêmes droits ni la même réglementation qui va s'appliquer. Dans un cas, lorsqu'on met en place, lorsqu'on met en œuvre un dispositif donc de vidéosurveillance dans les lieux publics, donc vidéoprotection, il s'agit d'un système vidéo qui va filmer de manière continue et qui va adresser un grand nombre de personnes. Donc c'est un traitement à grande échelle et un système de surveillance en continu. Et dans ces cas-là, il y a le RGPD qui s'applique et il faut prendre un certain nombre de mesures. Déjà, les personnes ont les droits relatifs au RGPD et ensuite, il faut prendre toutes les mesures de sécurité pour veiller à ce que la mise en œuvre d'un tel dispositif n'ait pas d'impact sur les droits et les libertés des personnes. Ça, c'est un premier cas. Et on peut utiliser le même dispositif dans le cadre d'une activité de surveillance, de suivi d'une personne dans un cadre d'enquête. Là, c'est dans un cadre judiciaire, auquel cas le RGPD ne s'applique plus. Il s'agit de la directive police-justice avec une transcription nationale et les droits des personnes sont limités. Donc là, mais parmi les droits, il y a un droit qui est permanent, c'est l'information, le droit à l'information. Il faut que tous les systèmes de vidéosurveillance et de vidéoprotection aient une visibilité, c'est-à-dire qu'il y a un affichage sur à quoi sert cette caméra, qui est-ce qui l'a mis en œuvre, et quels sont mes recours si je souhaite avoir plus d'informations, si je souhaite accéder, faire une demande de droit sur les vidéos qui peuvent me concerner. D'accord. On aura l'occasion d'y revenir un peu sur la vidéosurveillance et sur la vidéoprotection lors de la deuxième table ronde à la fin de cette conférence. Christophe, peut-être une question pour conclure, une question d'ouverture un peu qui a rappelé à certains leur passé, ou en tout cas leur jeunesse, une question qu'on aurait pu poser au bac de philo. Est-ce qu'une machine peut être morale ? Oui, ça c'est une vaste question et tout d'abord, je pense qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on est vraiment très 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 loin de l'intelligence forte et de la sécurité technologique. Et une machine, d'un point de vue informatique, c'est comme on a vu, c'est une collection d'algorithmes, et donc ça a été programmé par développeurs, etc. Donc cette machine n'a pas de moralité au sens humain. Après, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut quand même programmer des règles morales à une machine, par exemple sur un véhicule autonome, etc. Alors on a deux écueils. Déjà, il faut distinguer aussi
une machine qui a appris sur les données et qui va être utilisée telle qu'elle sans réapprentissage. Dans ce cas-là, on peut essayer de borner un peu et de valider si on peut l'algorithme. Il y a une autre classe, c'est de dire c'est une machine, réapprend au fur et à mesure, par exemple pour un véhicule autonome, et avec encore des jeux un peu d'essais-erreurs sur les panneaux de signalisation, etc. Elle peut apprendre. Alors là, dans le premier cas, est-ce que c'est des règles morales ou des règles d'utilisation? Par exemple, si on programme quelque chose qui est déjà borné, par exemple sur l'utilisation, je sais pas, d'une porte automatique, on va la programmer, et s'il y a un dysfonctionnement, c'est un dysfonctionnement informatique, et donc la responsabilité incombe aux développeurs. La deuxième possibilité, donc, c'est sur la machine qui apprend, ça encore c'est un peu un abus de langage, mais qui se met à jour au fur et à mesure. Alors on peut supposer on pourrait programmer des règles. La première difficulté, c'est quelles règles on va mettre. Alors là, il y avait un fameux exemple, c'était justement sur une application qui s'appelait, je crois, Moral Machine, où en fait c'était sur un panel d'un nombre important de personnes, par exemple sur un véhicule autonome. C'était en lien un peu avec le dilemme un peu du tramway, ça veut dire qu'on a une personne, donc elle a un levier, donc si elle le baisse, elle tue qu'une personne, ou sinon elle en tue 3, je crois que c'est ça. Et là c'était plutôt, on est dans un véhicule autonome, et on a plusieurs choix, on a plein de cas de figure. Est-ce qu'il faut mieux tuer le conducteur? Est-ce qu'il faut mieux tuer une femme, un enfant, etc. Alors, le résultat le plus intéressant, c'était que quand même, il y avait une variabilité selon la zone géographique ou la zone culturelle dans le monde. Par exemple, dans les pays asiatiques, c'était plus celui qui n'a pas respecté la règle sociale, il faut mieux privilégier quelqu'un d'autre, etc. Donc déjà, on n'a pas, bien sûr, des règles morales qui sont universelles, et on s'imagine mal, par exemple, dans un véhicule autonome, dire, voilà, on va avoir ces règles morales pour cette zone-là, etc. Et ensuite, comme c'est aussi quelque chose qui évolue, donc ça veut dire, chaque véhicule autonome, ce qu'il faut bien voir avec l'apprentissage machine, c'est que c'est très difficile de dire, voilà, cette chose-là, je vais mettre des règles, et si ça se produit, je contrôle et ça ne se produira pas. Parce que c'est des statistiques qu'il y a derrière, et il y a toujours une probabilité pour que quelque chose se fasse. Par exemple, alors là, je vais aller aussi assez vite, mais il faut voir que derrière le côté un peu faussement déterministe, c'est toujours des histoires de probabilité. Par exemple, lorsqu'on dit, voilà, on a entraîné un réseau de neurones à détecter un chat, donc on lui a donné beaucoup d'images de chats, ce qui pose aussi un problème au niveau de consommation énergétique, et à la fin, il va dire, à 80-70%, je reconnais que c'est un chat. Donc c'est pas le côté, je suis sûr que ça a reconnu un chat. Donc il y a déjà ce côté-là. Et on a les fameux exemples, alors là on en a dans la presse, il suffit de modifier quelques pixels dans l'image pour que ça reconnaisse donc une baleine. Et je terminerai juste là-dessus, sur cette question. Il est difficile de certifier dans l'apprentissage machine. Donc est-ce qu'une machine peut être morale? Non. Est-ce qu'on peut avoir une utilisation éthique de l'IA, une IA de confiance? C'est justement ce que réfléchit aussi la Commission européenne, qui a sorti des guidelines pour une IA de confiance, et je vais participer notamment à des réunions aussi avec eux. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter un éclairage très court sur ce point? Très court, c'est justement dans un plan plus large, les enjeux les enjeux juridiques autour de l'intelligence artificielle sont encore plus présents sur la portée juridique au niveau de la responsabilité. Est-ce le concepteur de l'algorithme? Est-ce que ça va être les développeurs? Est-ce que ça va être le responsable qui met en œuvre l'application? Et
est-ce que l'intelligence artificielle ou le robot a la possibilité d'avoir une autonomie juridique avec la reconnaissance d'une personnalité? Ça, vraiment, ce sont des questions et ce sont des débats, on en a encore pour plusieurs années. Très bien, je vous remercie tous les deux. Merci encore une fois pour votre intervention. J'espère que ça a donné un éclairage sur ce sujet de l'intelligence artificielle qu'on a décidé de couvrir cette année. Et je laisse Afaf embrayer sur la deuxième thématique de notre après-midi.